Il existe des secrets qui flottent dans l'air comme un parfum discret, des mystères tissés dans l'ombre d'un théâtre ancien, où chaque silence parle plus fort que les mots. Ce soir, laissez-vous emporter dans un univers où les apparences se dérobent, où la vérité se cache derrière un voile d'élégance et de mystère. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Près y. Entrons dans l'histoire. Le théâtre du Saint-Lys s'élevait en retrait d'un boulevard animé, dissimulé derrière une façade lézardée par le temps. Autrefois joyau de la scène parisienne, il conservait, malgré la poussière et les plâtres fissurés, une aura de respect presque religieux. Tout y semblait avoir été figé à l'apogée d'une autre époque. Les boiseries noircies, les rideaux de velours cramoisi et le parquet qui soupirait sous les pas. Dans le hall, un silence chargé flottait, entrecoupé par les notes vagues d'un piano désaccordé venu des coulisses. Chaque murmure résonnait comme un secret retenu. L'air portait un parfum mêlé de cire, de fleurs fanées et d'angoisse ancienne. Ce n'était pas un lieu de joie, c'était un lieu de mémoire. Et pourtant, ce soir-là, les feux allaient se rallumer. La troupe du Saint-Lys préparait une reprise annoncée comme un événement. Et au cœur de cette résurrection brillait un nom, Ilona Varga. Dans le dédale des coulisses, l'agitation était feutrée mais nerveuse. Une perruque était recousue à la hâte. Un souffleur relisait son texte à voix basse. Le régisseur pestait contre une corde défectueuse, tandis qu'un projecteur grésillait, menaçant de s'éteindre. Chacun jouait son rôle, mais dans les regards, dans les gestes trop secs, transparaissait quelque chose de plus, une tension mal contenue. Élise, la doublure pâle d'Ilona, ajustait son corsage d'une main tremblante. Paul Vernet, le metteur en scène, errait dans l'ombre, les lèvres pincées, le regard dur. On ne s'aimait pas beaucoup ici, on tolérait, on supportait. Tout était prêt, techniquement, mais il manquait une chose, une présence, une énergie, quelque chose d'invisible et pourtant central. Dans une loge discrète, non loin de la scène, une silhouette s'installa avec lenteur. Hercule Poirot, impeccablement vêtu, la moustache plus ordonnée que jamais, posa son chapeau sur ses genoux et jeta un regard circulaire sur la salle obscure. Invité par un mécène amateur de théâtre, il avait accepté avec une courtoisie distante, curieux de découvrir cette actrice que l'on disait si troublante. Il ne connaissait pas le Saint-Lys, mais il savait déjà, à l'odeur, à l'éclairage, que ce théâtre avait connu des jours plus glorieux. Il attendait, sans empressement, mais avec attention. Un regard vif, une oreille fine, car là où d'autres voyaient un spectacle, lui pressentait autre chose. Toujours, le rideau frémit, la lumière s'adoucit, le silence s'installa peu à peu dans la salle. Sur scène, 2 comédiens échangèrent quelques répliques, posant le décor d'une scène de salon bourgeois. Puis, le moment de l'entrée d'Ilona arriva. Rien. Une seconde passa, puis une autre. Le comédien jeta un regard en coulisses. La réplique suivante, pourtant attendue, ne vint pas. Un soupir traversa le public. Le metteur en scène s'était levé dans l'ombre, raide, les mâchoires serrées. Une souffleuse hésita. Les comédiens se regardèrent, figés comme des pantins sans ficelle. Quelque chose n'allait pas. Ilona ne répondait pas, et la scène, soudain, n'était plus du tout un jeu. Le rideau fut tiré dans un grincement brutal, et la salle resta plongée dans une pénombre inconfortable. Dans les coulisses, la panique était contenue, mais réelle. On appelait à voix basse, d'un ton pressé mais sans hystérie. « Ilona, Ilona, c'est à vous. » La loge était vide. La costumière haussa les épaules, les yeux grands ouverts.
Le portier jurait ne l'avoir pas vue sortir. La régisseuse jurait qu'elle était là, encore 15 minutes auparavant. Tout le monde parlait, mais personne ne savait. Et dans ce brouhaha, la peur prenait doucement racine. Poirot, depuis la loge, ne quittait pas la scène du regard, comme si elle contenait déjà la réponse à une question que personne n'avait encore formulée. Peu après, le directeur du théâtre, le visage pâle et la cravate de travers, fit une annonce confuse au public désorienté. La représentation était annulée pour des raisons imprévues. Dans les rangées, les spectateurs murmurèrent, certains quittant la salle d'un pas pressé, d'autres plus lentement, troublés. Dans les coulisses, les visages se refermaient. La peur s'étouffait dans le silence ou dans une nervosité feinte. Ilona Varga avait disparu. Poirot resta encore quelques instants à sa place, les doigts croisés, les paupières à demi closes. Il observait non pas la scène, mais les gens. Ceux qui parlaient trop, ceux qui ne disaient rien, ceux dont le regard évitait toute lumière. Car parfois, ce n'est pas le rideau qui importe, mais ce qu'il cache une fois tombé. Le directeur du théâtre, encore secoué par les événements de la veille, accorda à Poirot l'accès aux loges et aux coulisses, non sans un soupir las. « Si cela peut aider à comprendre, » murmura-t-il, avant de disparaître dans un couloir sombre. Poirot franchit le seuil du Saint-Lit par la petite porte réservée au personnel, et aussitôt, la lumière basse, les murmures étouffés et l'odeur persistante de fard et de bois ancien l'enveloppèrent comme un voile. Il avançait lentement, notant le moindre détail, une trace de rouge à lèvres sur une tasse, un manteau oublié sur une chaise, un script déchiré. Les loges n'étaient pas encore vidées, mais les visages, eux, s'étaient refermés. Ici, on ne jouait plus, on attendait. Et Poirot, tout en discrétion, allait écouter. Il trouva Élise appuyée contre le chambranle de sa loge, les bras croisés, le regard dur. Elle était jeune, ravissante d'une beauté froide, et dans son maintien, il y avait quelque chose de raide, comme si elle avait appris à se tenir droite sous le poids de l'humiliation. Lorsque Poirot l'interrogea sur Ilona, son masque de contrôle vacilla un instant. Elle n'aimait pas qu'on la regarde trop longtemps. Elle savait toujours quand quelqu'un voulait prendre sa place. Sa voix était plate, mais ses mains trahissaient une émotion plus vive. Elle pouvait être cruelle. Elle choisissait à qui elle parlait, à qui elle souriait. Moi, elle ne me regardait jamais. Puis dans un souffle amer, peut-être qu'elle savait que je finirais par la remplacer. Il y avait dans ces mots un mélange de ressentiment et de crainte. Et dans ses yeux, cette nuance trouble que Poirot connaissait bien, la douleur de ceux qui ont haï une personne qu'ils auraient voulu admirer. Dans la loge du metteur en scène, l'air sentait le tabac blond et la lavande fanée. Paul Vernet, une cinquantaine arrogante, les cheveux poivre et sel soigneusement plaqués, recevait Poirot avec une ironie mal contenue. Une tragédie. Allons, monsieur Poirot, vous connaissez le monde du théâtre. Ilona n'est pas une femme qu'on retient. Elle s'en va quand ça lui chante. Il leva les yeux au ciel, comme exaspéré par la situation. Poirot n'intervint pas. Il laissa le silence s'installer, un silence que Vernet tenta de combler en poursuivant. Elle parlait depuis des semaines de tout quitter. Elle était fatiguée, démoralisée. Elle disait qu'elle voulait redevenir invisible. Mais quelque chose dans son ton sonnait faux, trop préparé, trop lisse, comme une version répétée avant l'entrée d'un enquêteur. Poirot nota surtout ce que Vernet ne disait pas, et l'ombre d'un regret qui flottait au creux de sa dernière phrase. Dans le couloir menant aux ateliers de décor,
Poirot croisa un jeune homme aux mains tachées de peinture, les ongles rongés, les yeux baissés. Il s'appelait Léo, décorateur de scène, discret et mal à l'aise sous le regard du détective. Je ne l'ai pas vu, pas cette nuit-là. Enfin, je veux dire, je ne savais pas quelle. Il bafouillait, se tordait les doigts, lançait des regards vers la sortie. Poirot ne le pressa pas. Il observa seulement la manière dont le garçon évitait son regard, la sueur sur sa tempe, le silence prolongé avant chaque mot. Quelque chose l'effrayait, ou quelqu'un, mais pour l'instant, ce n'était pas une vérité qui voulait sortir, c'était une peur qui cherchait à se cacher. Dans l'ombre silencieuse de la salle des costumes, parmi les tissus pendus et les mannequins figés, Poirot trouva une femme assise, les mains croisées sur ses genoux. Elle s'appelait Madame Roux. Petite, voûtée, le visage ridé d'inquiétude. Elle leva à peine les yeux lorsque Poirot s'adressa à elle. Il lui posa des questions simples, mais elle répondit par des gestes, des hochements de tête, des soupirs à peine audibles. Et puis, lorsqu'il évoqua le nom d'Ilona, elle frissonna. Elle avait peur ces derniers jours, souffla-t-elle enfin. Mais elle ne disait rien. Juste, elle changeait de robe à la dernière minute. Elle faisait et défaisait sa valise. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement une inquiétude ancienne, une fidélité silencieuse. Poirot comprit qu'elle savait davantage. Mais parfois, une loyauté muette vaut plus que 1000 confessions. La loge d'Ilona semblait figée dans l'instant où elle l'avait quittée. Tout était là. Les bijoux, disposés avec soin, les souliers, alignés sous la coiffeuse, une robe posée sur le dossier d'une chaise, encore tiède, peut-être. Poirot examina chaque objet sans les déplacer. Il s'attarda sur un poudrier ouvert, une lettre déchirée sans adresse, puis son regard se posa sur un petit flacon de verre, renversé sur la commode. Le flacon était vide, mais plus étrange encore. Son étiquette avait été soigneusement grattée, comme si le nom du parfum avait dû disparaître. Il saisit le flacon, le porta à ses narines. Une fragrance discrète persistait, à peine perceptible, élégante, mais insaisissable. Une senteur de fleurs fanées mêlée à un soupçon d'iris, une signature olfactive aussi unique qu'une empreinte. Pourquoi vouloir en effacer le nom? Pour masquer un lien? Pour disparaître sans laisser de traces? Ou pour signifier quelque chose que seuls ceux qui l'avaient connu sauraient reconnaître? En quittant les loges, Poirot marcha lentement dans le couloir silencieux. L'agitation s'était tue, mais le trouble restait en suspens, comme une vapeur acide qui se serait infiltrée dans les murs. Il repensait à Élise et à sa voix tendue, à Vernet, trop sûr de lui, au décorateur qui suait sans raison, à la vieille costumière et à ses silences brisés. Et puis, à cette loge si ordonnée, trop ordonnée, à ce flacon au nom effacé, comme si l'on avait voulu nier jusqu'à l'existence même du passé. Une disparition préparée, mais sans fuite. Une scène de théâtre sans public. Il se dit, en regardant les murs écaillés du Saint-Lit, que chacun ici jouait un rôle, dans la vie comme sur scène, et qu'il lui faudrait comprendre non pas ce que chacun disait, mais ce qu'il taisait. Car dans cette affaire, la vérité ne se livrerait pas en criant. Elle avancerait sur la pointe des pieds, parfumée d'oubli et couverte d'un masque. Il retourna dans la loge d'Ilona sans frapper. Le couloir était désert, et la lumière dans la pièce vacillait faiblement, comme si elle aussi attendait qu'un geste vienne la justifier. Rien n'avait été déplacé depuis la veille. Le miroir conservait encore l'empreinte pâle d'un doigt sur le verre, comme une pensée suspendue. Les épingles, la poudre,
Les lettres entr'ouvertes, les bijoux sur le velours noir, tout semblait prêt pour une présence qui ne viendrait plus. Poirot resta un instant immobile, absorbant ce silence. Ce n'était pas une pièce vide, c'était une scène interrompue, une phrase laissée sans verbe, un regard tourné vers un ailleurs. Même l'air y semblait arrêté, saturé de ce parfum indéfinissable qu'il avait déjà perçu. Il comprit alors que ce lieu n'attendait pas. Un retour, mais une lecture. Quelque chose, ici, avait été laissé en offrande pour celui qui saurait interpréter. Ce fut en déplaçant doucement une petite boîte à bijoux, posée de travers sur la coiffeuse, qu'il aperçut un morceau de papier, glissé sous le pied d'un miroir portatif. Le papier était froissé, taché d'un soupçon de fard, et l'encre légèrement bavée par l'humidité. L'écriture y était rapide, irrégulière, nerveuse et rédigée dans une langue que Poirot ne maîtrisait pas immédiatement. Du hongrois, sans doute. Une langue que l'on ne parlait que pour se protéger ou se souvenir. Ce papier n'avait pas été écrit pour être trouvé par n'importe qui. C'était une note laissée dans la hâte, presque cachée, mais pas entièrement dissimulée, comme si sa destinataire, ou son auteur, avait voulu la rendre visible à un seul regard particulier. Poirot l'observa longuement. Il ne lut pas encore, mais il en saisit déjà l'importance. Un message griffonné dans sa langue d'enfance ne parle jamais au monde. Il parle à soi-même, ou à celui qui nous connaît assez pour comprendre avant de traduire. Poirot fit appel à un traducteur discret, un vieil ami linguiste rencontré autrefois à Budapest, aujourd'hui installé à Paris. L'homme plissa les yeux sur le feuillet, le relut 2 fois, puis hocha lentement la tête. Cela dit, éteindre les lumières avant qu'il ne me trouve. Le silence s'installa. La phrase, simple en apparence, portait une charge double. Était-ce un message de panique? Ou bien un code, une manière d'annoncer un retrait préparé, une scène qu'on décide de ne pas jouer? Poirot pencha légèrement la tête. Les lumières. Était-ce une métaphore pour la vie publique, pour le regard des autres, ou plus littéralement, une indication de lieu, de moment, de stratégie? Rien n'était clair encore, mais le fait que ce message ait été laissé ici, et non détruit, laissait entendre une volonté, celle d'être comprise à demi-mot. Et dans ces demi-mots, Poirot savait reconnaître les aveux les plus entiers. Il revint vers le flacon posé sur la coiffeuse. Cette fois, il le prit dans sa main et l'observa longuement. Le verre était taillé avec élégance, d'un style un peu désuet mais raffiné, comme on en voyait dans les parfumeries confidentielles de Vienne ou de Prague. Mais ce qui retenait l'attention, c'était l'étiquette, ou plutôt ce qu'il en restait. Le papier, arraché par endroits, laissait deviner des lettres grattées à l'ongle. Un geste impatient, mais précis. Quelqu'un avait voulu effacer le nom du parfum, et par là, effacer une signature. Il restait cependant une empreinte, le contour d'un mot disparu, peut-être un prénom, une marque oubliée. Poirot huma le goulot. Une senteur florale persistait, fragile et floue, comme la mémoire d'un rêve. Effacer le nom, mais pas la trace. Voilà un paradoxe qui ne trompait pas l'instinct du détective. Ce parfum avait appartenu à Ilona. Il définissait sa présence, et en le vidant, en l'effaçant, elle n'avait pas voulu disparaître, mais se dissoudre dans une autre forme d'invisibilité. Assis dans un fauteuil bas, Poirot contempla la pièce autour de lui, mais son esprit était ailleurs. Il pensait au parfum, non comme à un accessoire, mais comme à un masque, une protection, une seconde peau. Pour une femme comme Ilona, chaque détail faisait partie d'un personnage. Et le parfum, peut-être plus que la robe ou la voix,
définissait le rôle. Le parfum que portait une femme ne mentait jamais, du moins pas de la même façon que ses mots. Il trahissait une époque, une mémoire, un lieu intérieur. Il pouvait dire l'enfance, le deuil, la conquête, la peur ou la revanche. Il pouvait dire la fidélité ou le désir de n'être plus reconnu. Ilona avait vidé ce flacon et en avait effacé le nom. Non pas pour qu'on ne la retrouve pas, mais pour qu'on la retrouve autrement, si l'on savait sentir au-delà du visible. Il songea aussi que ce geste avait dû être douloureux, car abandonner un parfum, c'est abandonner une version de soi. Et dans le silence de cette loge figée, il crut percevoir le soupir d'une femme qui s'était perdue dans ses propres artifices, et qui, pour se sauver, n'avait eu d'autre choix que de les brûler un à un, sans laisser de nom. Il se leva lentement, le flacon toujours en main, puis le reposa à sa place, exacte. Rien ne devait bouger. Pas encore, il avait vu assez. En quittant la loge, il jeta un dernier regard vers le miroir. Il s'y vit, net, droit, puis vit la loge derrière lui, vide, calme, résolue. Une phrase revint dans son esprit, éteindre les lumières avant qu'il ne me trouve. Il commençait à entrevoir une hypothèse. Et si Ilona, consciente d'un danger, avait orchestré sa propre disparition? Si elle avait préparé cette scène comme un dernier acte, non pas pour fuir la peur, mais pour reprendre le contrôle, pour redevenir, une dernière fois, l'auteur de son rôle. Tout semblait trop précis. Le message laissé en hongrois, le flacon gratté, le départ sans bagage. Elle n'était pas partie dans la panique. Elle avait mis en place un décor de silence, une absence construite, un retrait pensé comme une mise à mort d'un personnage trop lourd à porter. Mais alors, qui était le spectateur de cette pièce invisible? Pour qui avait-elle préparé ce final? Et qui parmi ceux qui rôdent encore dans les couloirs du Saint-Lit connaissait assez bien l'histoire pour savoir que ce n'était peut-être pas la fin? Poirot, en refermant doucement la porte, se dit qu'il ne fallait pas chercher l'actrice, il fallait chercher la femme. Et dans cette différence-là se trouvait peut-être la clé. Poirot retourna voir Élise le lendemain matin, alors que le théâtre était encore plongé dans cette torpeur d'après-crise, où l'on tente de reprendre les gestes habituels sans y croire vraiment. La jeune actrice l'attendait, comme si elle avait prévu sa venue. Elle portait une robe sombre qui rehaussait l'ovale clair de son visage, et un châle jeté négligemment sur les épaules. Elle semblait calme, trop calme. Elle l'accueillit avec un sourire presque complice, comme s'ils étaient deux témoins d'un même désordre intérieur. Sa voix était posée, ses gestes mesurés, sa posture détendue, comme celle d'une femme que l'absence d'Ilona ne bouleversait pas autant qu'elle aurait dû. Elle ne parlait pas de disparition, mais d'un vide naturel, presque attendu. Poirot, les mains croisées sur sa canne, observait davantage ce qu'elle évitait de dire que ce qu'elle formulait. Car parfois, l'aisance trop prompte n'est pas un apaisement. C'est une manière de prendre sa place dans une pièce encore en train de brûler. Élise, à la demande de Poirot, reprit, avec une fausse candeur, le récit d'un incident récent. Une scène, dit-elle, qui avait laissé des traces, même si chacun s'était empressé de faire comme si rien ne s'était passé. Cela s'était déroulé un mardi soir, après une répétition particulièrement tendue. Ilona, épuisée, aurait lancé une remarque acerbe sur la manière dont Élise copiait ses inflexions de voix. La réplique avait fusé, brutale. « Tu joues mon ombre, pas ma lumière. N'oublie pas ta place. » Élise, piquée au vif, aurait riposté trop vivement. La dispute avait dérapé, sous le regard silencieux de Paul Vernet et de quelques techniciens. Puis, toujours selon elle,
Ilona aurait murmuré, à voix basse mais bien audible. « Continue comme ça, et je dirai ce que je sais. » Une phrase, lourde, qui avait gelé l'assemblée. Mais nul n'avait osé poser de questions. Et le silence, une fois retombé, n'avait jamais été rompu. Poirot écoutait, impassible. Mais intérieurement, il notait la précision presque théâtrale du récit, comme si Élise récitait une scène qu'elle avait longuement répétée. Quand il lui demanda ce que cette menace pouvait signifier, Élise croisa les bras et regarda droit devant elle, sans ciller. Ilona savait tout de Paul, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait couvert. C'est pour ça qu'il la gardait. Il disait qu'elle était irremplaçable, mais c'était elle qui le tenait. Poirot, en homme de théâtre des âmes, reconnut dans cette phrase la note aiguë d'une blessure ancienne, mais il reconnut aussi une mise en scène. Élise évoquait des manipulations, des jeux d'influence. Elle décrivait Ilona comme une femme glaciale, capable de retourner chacun contre lui-même. Elle savait voir vos failles, et elle les utilisait. Mais tout sonnait trop bien. L'intonation, la chronologie, l'émotion dosée. Pas une hésitation, pas une contradiction, une narration fluide, presque séduisante. Et dans cette fluidité parfaite, Poirot décelait une gêne, car la vérité, lorsqu'elle est dite par ceux qui en souffrent, trébuche. Elle hésite, elle saigne un peu. Celle d'Élise, en revanche, brillait comme une réplique bien apprise. Cherchant un regard moins maîtrisé, Poirot alla retrouver Léo, le jeune décorateur, dans un coin mal éclairé de l'atelier de machinerie. Le garçon tripotait un câble usé entre ses doigts sales et releva à peine les yeux à l'approche du détective. À demi-mot, il confirma avoir aperçu Ilona le soir de sa disparition. Elle était montée sur les passerelles, là-haut. J'ai cru qu'elle voulait juste marcher un peu. Elle faisait ça, parfois, quand elle avait besoin d'être seule. Poirot posa une question muette, et Léo baissa la tête. Non, je ne l'ai pas vue redescendre. Le garçon ne mentait pas complètement, mais il retenait quelque chose. Sa voix tremblait sur certains mots. Son regard fuyait, comme si la vérité était trop grande pour sa bouche. Poirot le remercia simplement. Il n'avait pas besoin d'aveu. Il cherchait les points communs. Et déjà, quelque chose prenait forme. Poirot monta seul vers les passerelles, là où les projecteurs dormaient encore, suspendus au-dessus du vide comme des yeux clos. Le bois grinçait sous ses pas. L'air y était plus sec, presque poussiéreux. Il n'y trouva rien de visible, pas de tissu accroché, pas de talons cassés, pas de traces d'un passage précipité. Et pourtant, quelque chose flottait, une odeur ténue, une empreinte presque effacée, le parfum, le même, moins présent, mais toujours là, accroché au métal froid, comme un soupir oublié. Il resta un instant immobile, comme pour écouter le silence. Ici, la vue plongeait sur la Seine, mais l'on était invisible depuis le sol. Un lieu idéal pour disparaître, un lieu sans témoin. Il referma la grille doucement et redescendit. Ce qu'il cherchait n'était pas dans les hauteurs. Il était désormais certain que cette disparition n'était pas une panique. C'était un choix. Et quelqu'un ici connaissait les raisons exactes de ce choix. À sa descente, il croisa de nouveau Élise, qui sortait du foyer avec une démarche assurée. Elle ne sursauta pas en le voyant. Elle s'arrêta, le salua d'un sourire poli, presque affectueux. Il l'observa un instant, le port de tête, la voix posée, la manière de répondre sans hésiter, et cette capacité déroutante à paraître sincère tout en contrôlant chaque mot. Elle parlait trop bien, elle contrôlait trop. Et c'est précisément cela qui éveillait la méfiance de Poirot, car les innocents ne jouent pas. Ils trébuchent, ils doutent, ils se trompent de mots. Élise, elle, récitait.
Lorsqu'elle s'éloigna, il nota la manière dont elle passa la main dans ses cheveux, un geste de scène. Il nota aussi la façon dont elle ajusta son châle, comme si elle entrait dans un rôle. Il restait une chose qu'elle n'avait jamais dite, ce qu'elle ressentait. Ni peur, ni tristesse, ni colère. Rien d'émotionnel. Juste un discours précis, logique, utile. Poirot sentit alors naître un soupçon plus précis. Peut-être qu'Élise disait vrai, mais pas toute la vérité. Et dans cette marge subtile entre ce qu'elle savait et ce qu'elle taisait, se cachait peut-être l'acte le plus décisif du drame en cours. La loge d'Ilona avait été scellée par la direction, mais Poirot obtint qu'on lui remette ses effets personnels. Il les examina un à un, avec cette lenteur méthodique qui n'appartient qu'à ceux qui savent que chaque détail est un monde. Il y avait des factures, des lettres, quelques contrats de théâtre, des papiers d'assurance, un passeport français, renouvelé récemment, au nom d'Ilona Varga, née à Nice. Tout semblait en ordre, irréprochable, mais justement, tout était trop propre. Une absence de griffures, de traces, de mémoire, aucune lettre ancienne, aucun acte notarié, aucune photographie d'enfance, et surtout, aucun document antérieur à son arrivée à Paris. Poirot nota un numéro de sécurité sociale émis dans un arrondissement périphérique, trop tardif pour une femme ayant prétendument grandi en France. Il n'y avait pas de faute, mais un oubli intentionnel. Et dans cette absence de passé, il reconnaissait le soin maniaque de ceux qui savent qu'un faux n'est crédible que s'il est parfaitement vide d'émotion. Il avait conservé quelques relations utiles, parmi elles, un vieil attaché de l'ambassade de Hongrie, amateur d'opéra et de bon cognac, qui lui devait encore un service pour une affaire passée. À sa demande, l'homme accepta de faire quelques recherches discrètes. 2 jours plus tard, il glissa dans la poche de Poirot une enveloppe froissée, scellée d'un regard entendu. Elle s'appelait Ilona Kovács. Actrice dans un petit théâtre de Szeged, elle avait quitté brutalement la troupe après un incident dont la presse locale avait parlé à demi-mot. Une rivalité amoureuse, un suicide dans les coulisses, des rumeurs de lettres échangées. Rien de confirmé, mais assez pour que son nom soit murmuré avec prudence dans les milieux artistiques de Budapest. Poirot relut les bribes du rapport. Il imaginait la jeune femme fuyant le scandale, coupant tous les fils, traversant l'Europe avec dans la valise un seul trésor intact, son visage, celui qui allait devenir une autre. Adrien de Vaugirard habitait un appartement discret du 7e arrondissement. Ancien banquier, élégant sans ostentation, il avait ce port de tête des hommes qui ont appris à dissimuler leur ruine sous une politesse irréprochable. Lorsqu'il ouvrit à Poirot, il ne parut pas surpris. Il l'invita à entrer d'un geste courtois, comme s'il s'était préparé depuis des années à cette visite qui finirait par venir. « Ilona » dit-il simplement. « Oui, je l'ai connue. » Sa voix était neutre, mais dans son regard, quelque chose vacilla. Il ne nia pas, il raconta. Un soir d'hiver, une rencontre au foyer d'un théâtre, une femme tremblante, vêtue d'une robe trop fine pour la saison. Un regard d'acier. Il avait compris immédiatement qu'elle n'avait besoin ni d'argent ni d'amour, mais de silence. Et il le lui avait donné. Il lui avait trouvé un logement, ouvert des portes, payé un professeur de diction. Ilona n'avait jamais remercié. Elle avait simplement avancé, droite, avec ce mélange de fierté et de peur qui, chez elle, faisait presque une religion. Assis dans un fauteuil de cuir vieilli, Vaugirard parlait à mi-voix, comme s'il se récitait un souvenir qu'il avait trop longtemps laissé dormir. Elle ne supportait pas la pitié. Quand je lui proposais de l'aider davantage, elle se raidissait. Elle me disait « Je n'ai besoin de personne pour exister.
seulement d'un passé que personne ne connaisse. Il sourit, mais c'était un sourire triste, lavé par les années. Il avait essayé de l'aimer comme on aime les êtres qui se refusent, mais Ilona ne s'était jamais livrée, pas une fois. Elle acceptait les gestes, jamais les confidences. Il m'arrivait de la regarder pendant qu'elle dormait, poursuivit-il. Elle dormait comme une actrice, même seule, toujours de profil, toujours les traits en paix. Poirot ne posa pas d'autres questions. Il avait compris que Vaugirard n'avait jamais été un complice, seulement un témoin, un de ceux qu'Ilona avait choisis pour ne pas s'effondrer. En quittant l'immeuble du banquier, Poirot marcha longuement dans les rues bordées de platanes. Le ciel était clair, mais son esprit restait obscurci par cette image nouvelle. Ilona Kovács, actrice hongroise, recluse en plein Paris, jouant sans relâche un rôle qu'elle avait elle-même écrit. Tout en elle, désormais, apparaissait comme un masque, le nom, la voix, le style, les silences calculés. Non pas pour tromper, mais pour survivre, car il ne s'agissait plus d'une dissimulation, il s'agissait d'une recréation, d'un être recomposé pièce par pièce pour effacer la blessure initiale. Poirot connaissait ces femmes-là, celles qui, fuyant une honte, une perte ou une faute, se forgeaient une existence entière comme un costume, et qui, à force de jouer ce rôle, finissaient par ne plus savoir ce qu'il y avait dessous. Il se demanda combien de temps on peut tenir ainsi, avant que le rôle ne devienne un cercueil de verre, si parfaitement ajusté qu'il vous étouffe sans même laisser de traces. En repensant aux billets en hongrois, aux parfums effacés, à la disparition orchestrée avec tant de soin, Poirot vit le tableau se dessiner avec une netteté glaçante. Ce n'était pas une fuite devant un danger immédiat. C'était une fuite devant l'éboulement d'un mensonge ancien, lentement fissuré par le retour d'un homme, d'un nom, d'une mémoire. Ilona n'était pas seulement poursuivie, elle était rattrapée. Et dans ce théâtre où les murs sentèrent la poussière et les souvenirs déformés, elle avait compris que le rideau allait tomber sur le rôle d'Ilona Varga. Alors, elle avait préféré le baisser elle-même, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Poirot savait désormais que le mobile du silence n'était pas toujours la peur d'être prise. Parfois, c'est la peur d'être vu tel qu'on a réellement été, avant les bijoux, avant la lumière, avant la diction parfaite. Et dans ce cas précis, ce qu'on fuit, ce n'est pas la vérité des autres, c'est la sienne. Dans la pénombre du théâtre, Poirot s'adressa à l'homme chargé de la surveillance nocturne, un petit bonhomme aux mains noueuses et aux yeux fatigués, qui gardait les lieux depuis plus d'une décennie. D'une voix basse, le veilleur évoqua un souvenir précis, malgré le temps écoulé. La nuit où Ilona a disparu, avant minuit, j'ai senti un parfum très fort, une odeur qui ne ressemble à rien d'autre dans ce théâtre, un mélange étrange, entêtant. Son regard semblait chercher, à travers les ombres, un fragment de vérité. Ce parfum flottait près de la scène, là où les projecteurs s'éteignaient peu à peu, tandis que les derniers techniciens regagnaient la sortie. Ce n'était pas un parfum ordinaire, mais une signature fugace, une présence intangible demarquant l'air d'une empreinte invisible aux autres. Le veilleur, malgré lui, avait retenu ce détail comme on retient une promesse ou un avertissement. Les propos du veilleur mirent la police en alerte. Sous la direction de Poirot, une fouille méthodique fut organisée dans les entrailles du théâtre, là où le public ne voyait jamais. Derrière un panneau dissimulé, fragile et mal fixé, une cavité étroite s'ouvrit sur un réduit oublié, glacé et humide. Là, dissimulé dans l'obscurité, gisait un corps. L'homme était allongé sur le dos, immobile, figé dans une expression d'étonnement.
Les vêtements étaient froissés, mais pas abîmés. Aucun signe apparent de lutte. L'atmosphère était lourde, chargée d'un silence presque sacrilège. C'était la première preuve tangible qu'un drame bien plus complexe se déroulait que la simple disparition d'une actrice. L'inspection révéla que l'homme n'était pas connu du théâtre. Aucun papier d'identité ne fut trouvé dans ses poches, et il portait à peine une alliance usée. Ce mystère ajoutait à l'énigme, laissant planer le doute sur ses intentions. Sur son col, pourtant, une tache persistante de parfum attira l'attention de Poirot. Une même essence délicate, celle dont le veilleur avait parlé. Qui était-il? Pourquoi s'était-il aventuré dans les sous-sols, là où personne ne devait aller? Et surtout, quel lien entretenait-il avec Ilona, dont on ne connaissait ni disparition ni blessure? Le mystère s'épaississait, tissant une toile complexe, à la fois intime et menaçante. Le rapport du médecin légiste fut net, strangulation. La mort avait été rapide, sans lutte apparente. Le corps portait une marque invisible, signature d'une main experte et d'une intention froide. La date estimée coïncidait avec celle de la disparition d'Ilona. Cette révélation bouleversa le théâtre de l'enquête. Ce n'était plus un simple acte de fuite, ni une disparition volontaire, mais un meurtre habile, dissimulé au cœur même de la scène. Dans un silence pesant, Poirot parcourut les lieux où avait été découvert le corps, méditant sur ce lieu paradoxal. Le théâtre, espace d'illusions, de mensonges assumés, était devenu le décor d'une tragédie bien réelle. Chaque plancher craquait, sous le poids d'une vérité qui s'enfuyait. Les décors, figés dans leur maquillage passé, semblaient pleurer des larmes muettes, et la mort, elle aussi, prenait part au spectacle, invisible et définitive, une ombre que rien ne viendrait dissiper. Poirot, au creux de cette nuit devenue cauchemar, envisagea une hypothèse troublante. Et si Ilona avait attiré cet homme dans ses souterrains? Si, loin d'être une simple victime, elle était partie prenante d'un jeu plus obscur. Il était possible que la disparition ne fût qu'un masque, un artifice destiné à brouiller les pistes. Cela impliquait une complicité, une double nature. La femme que l'on croyait effacée devenait alors actrice d'une scène plus dangereuse, celle d'une conspiration silencieuse, où la vérité se dissimule sous un voile de mystère. Poirot laissa son regard errer sur les murs froids du théâtre. La réponse, il le savait, se trouvait là, quelque part entre l'ombre et la lumière. Le théâtre vide, baigné d'une lumière pâle, semblait suspendu dans le temps. Poirot, seul, déambulait lentement sur le parquet usé, retraçant dans son esprit chaque pas, chaque souffle, chaque silence de cette nuit fatidique. Il reconstituait minutieusement la chorégraphie invisible des mouvements, d'abord les allées et venues des techniciens, puis les hésitations d'Ilona, les déplacements du décorateur, les murmures étouffés des coulisses. Chaque espace respirait encore le souvenir de cette agitation feutrée, et le moindre craquement sous ses pas prenait le poids d'un secret à déchiffrer. Il écoutait le silence, tentant d'y lire les indices que seuls les absents laissaient derrière eux. La nuit s'offrait à lui, mystérieuse et silencieuse, prête à révéler ses mystères à celui qui saurait les entendre. Les témoignages s'entrechoquaient dans l'esprit de Poirot, s'imbriquant parfois, mais se contredisant souvent. Les uns affirmaient avoir vu Ilona, encore présente, à telle heure, les autres jurant de son absence. Les horaires des techniciens étaient flous, les allées et venues, imprécises. Il y avait cette hésitation collective, ce flou entretenu, comme si chacun tentait de dissimuler une part de vérité. Le détective nota les silences prolongés, les regards fuyants,
les contradictions subtiles. Les mensonges, parfois, ne se lisaient pas dans les paroles, mais dans ce qu'on ne disait pas. Ainsi s'esquissait une toile complexe, où chaque emploi du temps devenait suspect, chaque absence suspecte, et où la vérité se nichait dans l'écart entre les heures. Dans la pénombre de la loge d'Ilona, Poirot posa sa main sur un tapis ancien, usé par les années, et sentit sous ses doigts une irrégularité. Il souleva doucement la pièce de tissu, révélant une trappe dissimulée, camouflée sous la poussière et l'oubli. Le couloir étroit s'enfonçait dans l'obscurité. Un passage secret, oublié de tous, qui serpentait sous la scène, longeant les fondations du théâtre. Ce lieu caché, refuge silencieux, semblait porter en lui les murmures d'un passé que l'on voulait oublier. Cette découverte souleva en Poirot un frisson discret. Il tenait là un fragment du puzzle, un chemin vers une vérité enfouie. Reprenant le flacon vide dans sa main, Poirot contempla l'étiquette grattée. Ce geste, d'abord interprété comme une volonté de disparaître, prenait une autre dimension. Il comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas d'un signe d'adieu, mais d'une ruse délibérée, une mise en scène savamment orchestrée pour détourner le regard. Le flacon devenait un leurre, un masque olfactif destiné à brouiller les pistes et à masquer une absence préméditée. Ce parfum, effacé, était, en somme, la clé d'un acte pensé, calculé, où l'illusion prenait la forme d'une disparition. Dans l'esprit de Poirot, les éléments se mirent en place, s'emboîtant avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Le parfum discret, la trappe cachée, les témoignages flous, tout prenait sens à la lueur vacillante d'un projecteur qui ne voulait plus s'éteindre. Cette scène d'ombres et de lumière était moins une simple disparition qu'une pièce montée, un théâtre d'ombres où chaque personnage jouait son rôle sans connaître le scénario complet. La nuit, sous ses feux tamisés, était devenue une scène d'intrigue dont la résolution nécessitait patience et finesse. Gardant pour lui cette image nouvelle, Poirot convia silencieusement tous les protagonistes à une ultime réunion, une répétition particulière où la vérité ne serait plus jouée, mais dite. Le silence qui précéda cette convocation était lourd, chargé d'attentes et de non-dits. Le détective savait que le moment approchait, celui où les masques tomberaient, où les regards se croiseraient sans phare. Dans cette attente suspendue, il observait, écoutait, préparant le terrain pour cette révélation qui, bientôt, viendrait bouleverser tous les équilibres. Dans le silence feutré du théâtre, Poirot envoya chercher tous les membres de la troupe. L'ordre fut bref, mais porteur d'une gravité inhabituelle. Une ultime répétition s'annonçait, non pour peaufiner un rôle, mais pour révéler ce que chacun avait tenté de dissimuler. La scène du Saint-Lit, désertée de ses spectateurs, accueillit alors des visages tendus, mêlés d'inquiétude et de curiosité. Tous comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un spectacle ordinaire, mais d'un face-à-face. L'atmosphère se chargea d'une attente électrique, et le rideau, resté baissé depuis trop longtemps, semblait prêt à s'ouvrir sur une vérité longtemps retenue. Face au regard fixe, Poirot prit la parole avec cette douceur ferme qui imposait l'attention. Il annonça avoir reconstitué, dans les moindres détails, le déroulement de la nuit où tout avait basculé. Il n'était plus question de suppositions, mais de faits tissés avec soin, dévoilés comme on déroule un fil d'or dans une tapisserie sombre. Chaque geste, chaque silence, chaque ombre s'éclairait sous ces mots, apportant une lumière crue à des secrets enfouis. Le poids des non-dits se fit palpable, et dans la tension qui montait, les visages se crispèrent,
presse à affronter ce que l'instant révélerait. Le nom résonna dans la salle comme un coup de gong. Victor Halas. Poirot détailla cet homme, inconnu de la troupe, mais éminemment présent dans le passé trouble d'Ilona. Maître chanteur, lié par des souvenirs lourds à la Hongrie natale de la disparue, il était celui dont la venue avait déclenché le drame. Son visage, désormais figé dans la mort, portait le poids d'une histoire que nul ne voulait nommer. Cette révélation bouleversa le silence, éveillant des regards échappés vers les ombres, des frissons presque inaudibles parcourant l'assemblée. La scène n'était plus un théâtre de mensonges, mais le théâtre d'une tragédie profonde. Poirot raconta comment Ilona, reconnaissant Victor, l'avait attiré dans les coulisses du Saint-Lit, non pour un affrontement public, mais pour une confrontation dans l'ombre, loin des yeux indiscrets, la peur, la colère, et peut-être un espoir de régler un passé trop longtemps enfoui, l'avaient poussé à ce geste désespéré. C'est là, dans ce silence chargé d'émotions contenues, que le destin avait basculé. Mais la suite, ce fut l'intervention de Paul Vernet et la mort prématurée de Victor. Un acte dicté par une passion confuse, mêlée de loyauté et de peur, où chacun jouait sa part sans jamais pouvoir vraiment s'en libérer. Dans le murmure qui suivit la révélation, Poirot exposa calmement une scène dont la violence était contenue, mais non moins réelle. Paul Vernet, jusque-là présenté comme le metteur en scène autoritaire mais loyal, avait entendu la confrontation éclater dans l'ombre. Ce qu'il avait perçu comme une menace à la fois pour Ilona et pour sa propre œuvre l'avait poussé à agir. L'acte n'était pas prémédité, mais chargé d'une passion aveugle, celle d'un homme blessé par l'amour et la peur. La strangulation, simple et nette, trahissait une volonté ferme, protéger à tout prix un secret, préserver un fragile équilibre. Vernet, dans cette nuit fatidique, était devenu juge et bourreau, prisonnier d'un déchirement intérieur. Il avait voulu sauver ce qu'il aimait, même si c'était en brisant à jamais un lien. Ce geste violent, il le portait désormais comme un fardeau silencieux, invisible aux yeux de tous, mais que Poirot savait peser sur ses épaules. L'annonce de ce meurtre plongea la troupe dans un silence chargé de peur et de consternation. Ilona, elle, avait disparu dans ce tumulte, sans un mot, sans un regard en arrière. Choquée par l'irréparable, elle avait choisi de maquiller sa disparition, de disparaître pour ne pas être mêlée à ce scandale qui aurait pu la briser. Sa fuite n'était pas une dérobade lâche, mais un dernier acte de contrôle. Elle s'effaçait volontairement, effaçant les traces de sa présence, déjouant le poids de la vérité. Le théâtre qui avait été sa scène de gloire devenait un tombeau symbolique où elle renonçait à l'image qu'elle avait construite. En s'éloignant ainsi, elle choisissait la liberté à la condamnation, la paix à la vengeance. Poirot ressentit l'ampleur tragique de ce choix, conscient que parfois, la disparition était la seule issue offerte à ceux que la vie avait trop meurtris. Alors que les protagonistes quittaient la scène, Poirot se tint face au silence désormais lourd de sens. Il ne prononça aucun verdict, aucun jugement moral ou légal. Pour lui, la vérité n'était pas une sentence rendue dans un tribunal, mais une lumière que chacun devait accueillir à sa manière. Le théâtre tout entier se transforma en un espace de réflexion, où le public absent devenait juge silencieux. Les projecteurs, éteints, symbolisaient cette lumière morale qui éclaire sans condamner, qui révèle sans détruire. Dans cette justice intangible, chacun devait se confronter à ses propres passions, à ses propres mensonges. Poirot savait que parfois, la vérité absolue est un fardeau et que le silence peut être la forme la plus haute de rédemption,
Alors que les derniers murmures s'effaçaient, la troupe quitta lentement le plateau, chacun portant en soi le poids d'un secret désormais partagé. La loge d'Ilona, vide, semblait encore vibrer des échos d'une présence à jamais disparue. Seul, Poirot resta un instant, absorbé par le flot des émotions qui avaient traversé ses murs. Il pensa aux passions humaines, si puissantes qu'elles peuvent dominer les tragédies elles-mêmes. Il pensa aux masques que chacun porte, aux vérités cachées sous les éclats de lumière. Dans ce silence, il retrouva cette certitude que la nature humaine, avec ses failles et ses contradictions, est la scène la plus complexe et la plus émouvante qui soit. Quelques jours après les événements tumultueux du Saint-Lit, Poirot arpentait lentement les rues calmes du vieux Paris. Le rythme de la ville semblait s'être apaisé. Les bruits s'étaient faits plus doux, presque respectueux. Il savourait cette paix retrouvée, cette légèreté rare qui s'installe après les tempêtes. Le vent léger apportait des effluves d'été, mêlant le frais des platanes aux senteurs discrètes des cafés matinaux. Sans hâte, il laissait ses pensées vagabonder, revenant parfois à l'affaire, à ce mystère qui continuait de l'habiter, même en dehors des murs du théâtre. Attiré par la devanture d'une petite parfumerie à l'ancienne, aux boiseries usées mais soignées, Poirot s'arrêta. L'intérieur exhalait un parfum mêlé de bois précieux, de fleurs délicates et de poussière d'autrefois. Là, parmi les flacons anciens aux formes élégantes, il fut saisi par une fragrance familière, douce et énigmatique, qui éveilla en lui un souvenir subtil, une présence intangible. Cette odeur flottait, légère, suspendue dans l'air, comme un murmure oublié, un secret murmuré sans parole. Le parfumeur, un homme au geste précis et au regard attentif, évoqua une cliente discrète, élégante, qui était venue ce matin-là, presque en silence. Il ne connaissait pas son nom, ni ses habitudes, mais se souvenait de son allure raffinée, de son port altier et de son absence de précipitation. Elle avait choisi un parfum rare, presque confidentiel, puis était partie sans un mot, comme une ombre passant dans le quotidien. Le parfum restait, lui, flottant dans l'air, témoin silencieux d'une visite furtive. Poirot ne prononça aucun mot, mais son sourire intérieur en disait long. Il comprenait que celle que l'on cherchait tant, Ilona, vivait ailleurs désormais, loin des projecteurs, sous un autre nom, libre enfin de son rôle imposé. Elle n'était plus actrice, mais femme, peut-être pour la première fois véritablement. Cette disparition volontaire n'était pas une fuite, mais une renaissance. Dans ce secret, il trouvait une justice que nul tribunal n'aurait pu rendre. Alors qu'il quittait la boutique, les notes persistantes de la fragrance dansaient autour de lui. Poirot murmura pour lui-même, avec la sagesse de celui qui sait que certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites pour exister, et que parfois, le silence porte en lui la plus pure des justices. Dans les ombres du théâtre, chaque secret murmure encore, plus puissant que les mots jamais prononcés. Et vous, auriez-vous su percevoir le voile derrière lequel la vérité se cachait? Prenez un instant pour liker cette histoire. Partagez vos pensées dans les commentaires et laissez-vous guider par la prochaine énigme en vous abonnant. Car parfois, la lumière la plus douce est celle qui éclaire ce que l'on croyait perdu à jamais.